Je suis très heureux de vous retrouver pour cette masterclass qui a pour objectif d'expliquer ce qu'est la neuropédagogie et comment elle peut être utilisée dans les formations. Et là, aujourd'hui, je vais traiter plus particulièrement des formations au risque professionnel, même si c'est évidemment adaptable à tout type de formation. Je suis Olivier Claveau, je suis le dirigeant de la société ToLearn. Je suis pas neuropédagogue, mais par contre, on a beaucoup travaillé sur le sujet, car ça fait plus de 20 ans que l'on développe, qu'on crée des contenus pédagogiques sous différents formats, des vidéos pédagogiques, des modules e-learning. Et, et donc, du coup, voilà, on a acquis une certaine connaissance dans ce domaine, et c'est ce qu'on va partager aujourd'hui. Donc au programme, on va avoir trois parties. Qu'est-ce que c'est que la neuropédagogie? Ensuite, dans une seconde partie, comment elle est appliquée au travers d'exemples. Et enfin, une petite séance de questions-réponses juste avant, une petite surprise avec nos 10 secrets pour faire des contenus pédagogiques qui soient impactants. Alors, qu'est-ce que la neuropédagogie? Donc la neuropédagogie est basée sur les dernières découvertes qui sont liées aux neurosciences et à la psychologie cognitive. Ah, que de mots techniques. Et aujourd'hui, la neuropédagogie est devenue vraiment incontournable dans les formations et le développement des compétences. Elle fournit pardon, les clés qui permettent d'individualiser les parcours, les environnements d'apprentissage et donc de rapprocher la formation de l'activité au travail. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'on apprend à tout âge. Donc, grâce à la neuropédagogie, on va comprendre comment notre cerveau se structure pour acquérir des connaissances. La neuropédagogie est régie par 5 grands principes qui sont d'abord l'attention. Pour commencer, donc l'attention. Si l'apprenant n'est pas attentif, on n'apprend pas. Évidemment, si on pense à autre chose, mais c'est valable pour tout. Si on pense à autre chose pendant qu'on regarde un film, pendant on nous parle, ou qu'on nous forme ou nous enseigne sur un sujet en particulier, bah évidemment, on n'apprend pas. Donc l'attention, c'est notre faculté à sélectionner des informations dans notre environnement et à les maintenir dans notre champ de conscience. Ça veut dire également que notre attention, elle est sélective. Alors, ça veut dire qu'il va falloir être pertinent sur les formats et les informations que l'on souhaite dispenser. Si on en met trop d'informations, on va perdre l'apprenant. Donc, du coup, il faut être vraiment très sélectif pour garder l'attention de l'apprenant. Donc, tout l'enjeu réside dans le fait de permettre à l'apprenant de sélectionner de manière efficace les informations utiles à son apprentissage. Le second, euh, le second grand principe, c'est l'engagement actif. Une personne passive n'apprend pas. Si on est à moitié endormi, si on ne demande pas aux apprenants de participer à la formation, ces apprenants vont pas acquérir facilement les notions qu'on est en train de leur transmettre. Donc, il faut demander à l'apprenant un effort cognitif. Il doit avoir une participation active. Cette notion d'engagement, elle implique que l'apprenant soit motivé par l'apprentissage et que cet apprentissage suscite chez lui une curiosité, une envie qui va le pousser à l'action. Cette envie est souvent déclenchée quand l'activité lui plaît, euh, qu'elle est importante ou qu'elle importe pour lui, qu'il y voit un intérêt personnel. Donc,
Ça veut dire déjà une chose aussi, c'est qu'il faut adapter les formations au type de public que l'on a. Un public jeune, il va falloir les engager activement dans des activités qui leur parlent, qui sont ludiques pour eux. Par exemple, un module e-learning dans un format Netflix, par exemple. Bah oui, là, ça va leur parler sur des formats de vidéos hyper courtes. Ça, ils sont hyper habitués. Un public un peu plus âgé, peut-être que ça va être beaucoup euh, plus concret, une formation plus concrète où on va demander des exercices. Voilà, donc ça, c'est important de garder un engagement actif dans les dispositifs pédagogiques. Donc, du coup, on utilisera du quiz, du gaming. Et d'ailleurs, les études ont démontré que ceux qui ont un apprentissage actif ont une meilleure mémorisation de l'information. Le troisième grand principe, c'est le feedback. Alors, il ne peut pas exister d'apprentissage quand tout est parfaitement prévisible. Ah, je m'étais écrit cette petite phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que face à un événement, si je sais ce qu'il va se passer, c'est qu'il y a de grandes chances que j'ai déjà intégré l'information. Ça s'appelle l'expérience. Donc, en gros, l'apprenant n'a pas l'occasion de mobiliser les notions qu'il vient de voir, donc de les appliquer, puis les confronter à un retour d'information, c'est-à-dire j'ai bien intégré ou pas l'information. Donc, il est important dans le feedback, dans la restitution, de s'assurer que l'apprenant a bien associé la nouvelle information au nouvel exercice et que ce nouvel exercice l'a aidé à intégrer cette nouvelle notion. À l'inverse, lorsque l'apprenant se met en action et obtient un feedback, il peut confirmer donc ce qu'il sait, ce qu'il vient d'acquérir, mais aussi ce qu'il ne sait pas encore. Dans son feedback, dans son action, il va peut-être avoir une lacune, peut-être un manque de précision. Donc, du coup, il va également pouvoir se demander ce qu'il a intégré ou pas. Enfin, euh, le quatrième grand principe, c'est l'empamnésique. Alors, cette expression peut sembler compliquée, mais moi je l'aime bien d'ailleurs. J'aime bien ce mot, empamnésique. En fait, c'est tout simple, et on la connaît tous. C'est le nombre d'informations nouvelles que l'on peut restituer immédiatement après les avoir reçues. Donc, cette capacité, elle varie en fonction du type d'information que l'on a à intégrer. Est-ce que ce sont des chiffres, des mots, des phrases, des notions? En fonction de la stratégie que l'on a mis naturellement en place pour retenir ces informations, des moyens mnémotechniques, par exemple, et les conditions dans lesquelles on essaie de retenir ces informations, et évidemment en fonction de notre âge. Donc, il faut distiller peu d'informations et que ces informations soient de qualité. Ça, je vais vous montrer dans les exemples de réalisation que l'on a fait, qu'au travers de vidéos dessinées, ce que l'on fait en grande partie chez nous, des vidéos dessinées pédagogiques très courtes, on fonctionne en séquence pour distiller donc peu d'informations en une seule fois. C'est l'empamnésique, c'est pour répondre à ce grand principe de l'empamnésique. Et puis, il manque évidemment un cinquième grand principe qui est la consolidation. Notre cerveau, il trie, il sélectionne, il choisit en permanence la configuration optimale qui lui est nécessaire. C'est ce qui explique, lorsque nous apprenons une information nouvelle, euh, que celle-ci peut disparaître rapidement si on n'y est pas confronté de nouveau. J'apprends quelque chose, j'apprends, je ne sais pas, on l'a tous fait, j'apprends un nouveau geste, une nouvelle technique, mais si je ne la mets pas en place tout de suite derrière, eh ben, je vais perdre
cette nouvelle information. On voit ici, par exemple, une fameuse, une célèbre courbe de l'oubli d'Hermann Ebbinghaus qui montre que quand j'ai acquis une information, si cette information, je m'en resserre pas, bah, je vais l'oublier. Donc régulièrement, il faut que je renouvelle la notion, l'information pour consolider cette information dans ma mémoire. Alors ça, par exemple, on fait des accueils sécurité pour nos clients. Eh bien, dans nos accueils sécurité, ce que l'on conseille la plupart du temps à nos clients, c'est de renouveler un passage. Donc, l'apprenant fait un premier passage de l'accueil sécurité. Donc là, il acquiert beaucoup de connaissances sur les sécurités à respecter en milieu industriel, dans la société où la personne travaille. Et puis, au bout de 3 mois, ou d'1 mois, ou de 3 mois, ou de 6 mois, ou d'1 an, ou tout ça, de demander à l'apprenant de repasser l'accueil sécurité pour consolider les notions qu'il avait peut-être pas auxquelles il n'a pas été confronté. Et une autre information importante pour retenir ces informations, c'est que si le cerveau, il apprend pendant la journée, il consolide également les connaissances pendant la nuit. Et ça, cette consolidation des connaissances pendant la nuit, elle est faite pendant notre sommeil profond. Alors, c'est encore un autre sujet très intéressant sur le rôle du sommeil. Et bah, si je vous prends mon exemple, moi je cours beaucoup et j'ai une montre connectée. Et cette montre connectée, elle ne quitte pas mon poignet, ce qui fait qu'elle enregistre, eh bien évidemment tous mes exercices de course, mais également mon rythme de sommeil. Et dans mon rythme de sommeil, je peux voir en effet que si mon sommeil profond, et je le vois le matin, il y a des matins, je me lève fatigué ou j'ai l'impression que je suis, voilà, mon sommeil était pas satisfaisant. Eh bien, je me rends compte, quand je regarde le bilan de ma nuit, qu'en effet, bah, mon sommeil profond n'était pas suffisant. Alors, pas suffisant, c'est en pourcentage de sommeil profond par rapport à la totalité de la nuit. Voilà, et donc du coup, en effet, si j'ai pas eu un sommeil profond suffisant, eh bien le lendemain, ma journée elle est un peu compliquée. Compliquée, déjà le travail sans problème, mais mon cerveau est pas aussi alerte que si j'avais passé une super nuit. Et j'ai très bien dormi cette nuit. La nuit passée, donc du coup, heu eh bien, voilà, je suis plutôt en forme, plutôt alerte, aujourd'hui, et ce qui est plutôt, efficace et pour ce webinaire. Et donc, dans tout ça, bah, comment on met en place, des formations? Donc comment on applique ces, biais cognitifs, dans le domaine de la formation? Donc je vais vous montrer les différents exemples. D'abord, au travers, des de la sécurité au travail, et on voit par exemple ici, voilà par exemple un exemple de biais cognitif. Qu'est-ce qu'on va retenir? Vous voyez, j'ai fait, exprès de mettre différentes, tailles de mots, différentes couleurs, et on voit, sensibiliser, qualité, former, voilà. Moi, c'est ce qui est transmettre, EPI, règle d'or, ouais, hop. Donc ça, c'est une chose importante. Et donc, on va vouloir faire quoi, dans la sécurité? Ben, on va vouloir contrôler, former, sensibiliser, valider les acquis. Et chez Stoolearn, on est très fiers vraiment d'avoir un grand nombre de références, qui ont tout un enjeu commun, qui était de prévenir les risques professionnels, pour des centaines, voire des milliers de personnes. Donc c'est maintenant que l'on va voir différents, exemples de réalisation.
Et je vous ai proposé pour ce webinaire de vous les présenter en QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement. On va aborder comme ça beaucoup de sujets très vastes. Donc j'ai parlé de neuropédagogie, là je commence à parler de biais cognitifs. Et donc je vais faire les biais cognitifs, c'est la distorsion de la pensée qui affecte notre manière de traiter l'information. Donc c'est en général des traitements, enfin des processus mentaux automatiques et inconscients d'ailleurs. Et on doit en tenir compte dans la réalisation des dispositifs pédagogiques pour vraiment impacter les apprenants. Donc, ici, on a 3 exemples sur la traçabilité avec des clients différents, Intermarché, Sanofi ou la CFDT d'ailleurs. Ici, on a aussi des exemples qui sont des vidéos pédagogiques, des modules e-learning. Et je vais vous présenter un exemple sur la traçabilité chez Intermarché. On va utiliser la vidéo dessinée dans cet exemple. C'est du scribing, donc il y a la main qui dessine en même temps que la voix off parle. Et on va avoir donc un effet qui est l'effet IKEA. Donc c'est un biais cognitif, c'est le résultat de chercheurs américains qui sont Norton Mocon et Ariely. Et le principe est que plus une personne s'investit dans quelque chose et à fabriquer elle-même, plus elle lui accorde de la valeur. Voilà. Je vais vous montrer ce premier exemple sur la traçabilité. Avec du son. Elle permet, lors d'un rappel de produit, de le retirer de la vente, qu'il soit en vente directe ou utilisé dans une fabrication, et de garantir les informations délivrées au client. Comment mettre en place la traçabilité? Coller les étiquettes dans un cahier ou les mettre dans un sachet ou encore les mettre dans une barquette. Conservez à disposition les éléments à la semaine ou au mois selon votre organisation. Archivez les éléments dans un carton. Ou prendre en photo les étiquettes, les photos sont archivées. Mettre la date du jour et le nom de la préparation. Coller toutes les étiquettes des produits utilisés. Si les produits viennent du rayon traditionnel, reportez toutes les informations de l'étiquette conservées dans le cahier du rayon concerné. Des modèles sont disponibles sur l'intranet pour chacun des rayons. Toutes les informations concernant les produits doivent être vérifiables. Sachez qu'il existe des outils digitaux pour aider à la gestion de la traçabilité. Voilà, j'arrête cette présentation ici. 3 particularités sur la vidéo dessinée ou aussi appelée scribing. La première, elle était évidente, c'est cette main qui dessinait en même temps que la voix off parle. Donc là, on traite un des biais cognitifs qui est d'associer le dessin à l'information au moment où l'information elle est transmise pour que l'apprenant puisse faciliter la mémorisation de l'information en ayant également un ancrage visuel. La deuxième particularité de cette vidéo, c'est que c'est raconté, vous avez vu, par séquence. Donc, on distille peu d'informations, j'en ai parlé tout à l'heure, peu d'informations en même temps. Et la troisième particularité de ce type de vidéo que l'on réalise, c'est ce dessin final, qu'on appelle aussi le dézoom, qui est un dézoom sur l'ensemble des informations qui ont été traitées pendant la vidéo. Donc, un point qui est pratique, c'est que ce dézoom peut être utilisé sur des affiches, d'ailleurs c'est ce que fait Intermarché, ou dans une communication autre. Et le deuxième avantage, là plutôt sur notre sujet du jour,
la neuropédagogie. Ce dézoom va également fonctionner comme une carte mentale pour aider l'apprenant à structurer la mémorisation des différentes informations. Voilà sur ce premier exemple. Je vous montre un deuxième exemple sur l'hygiène. Donc ici, on va partir sur la détection, alors QHSE, hein, qualité, on passe à l'hygiène. Ici, on va partir de la détection des risques pour élaborer et mettre en scène des programmes d'hygiène. On va avoir ici des exemples dans le secteur de la restauration, mais ça peut également être mis en place dans des labos, par exemple, sur des zones d'atmosphère contrôlées. On va faire appel ici à un autre effet cognitif, qui est l'effet von Restorff. C'est un biais cognitif qui se manifeste lorsque l'on mémorise plus facilement les éléments qui se démarquent ou qui sont mis dans un exergue, dans un exemple, dans un ensemble, pardon, d'informations. En gros, ce qui sort du lot attire notre attention et reste ancré dans notre mémoire. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure encore au travers de la vidéo dessinée. Je peux vous montrer cet autre exemple. On est chez Burger King, ici. Voilà. L'hygiène personnelle. L'homme est une des sources de contamination. Les règles d'hygiène personnelle sont donc incontournables pour limiter la transmission des germes et bactéries. Elles concernent 5 points à respecter scrupuleusement. Le lavage des mains, car une main peut contenir et transmettre plusieurs milliers de microbes. Il faut donc se laver les mains toutes les 30 minutes, mais aussi lors de son entrée en service ou en retour de pause, après avoir revêtu tablier Charlotte, au sortir des toilettes, en entrant dans la cuisine, même si les mains viennent d'être lavées, après un nettoyage, après avoir serré la main pour saluer, après s'être mouché ou avoir éternué. L'efficacité du lavage est capitale. La procédure de lavage et de séchage des mains affichée devant l'évier doit donc être appliquée. La tenue de travail doit être propre, soignée et conforme. Des vêtements sales ou humides forment un milieu idéal pour le développement des microbes. De même, il est impératif de revêtir au vestiaire la tenue de travail lavée et repassée, porter des chaussures propres et fermées, revêtir ses vêtements de vie lors de chaque pause. Voilà, je vous montre juste un extrait pour avancer. Ensuite, dans la sécurité et l'environnement, ici, on va voir dans la sécurité des accueils sécurité, souvent, pour les intervenants externes. Donc, ce que l'on va proposer souvent, c'est également des vidéos pédagogiques et que le dessin puisse parler de lui-même. Donc ça, c'est super intéressant. Et également, on va accompagner ces vidéos de quiz pour valider les acquis et attester les connaissances. Par exemple, on a réalisé il y a 4 ans l'accueil sécurité de SAP Industrie en remplacement de séances qui étaient faites en PowerPoint. Et d'un accueil qui représentait 1h30, aujourd'hui, ça ne représente plus que 20 minutes et en utilisant 4 vidéos. On met également en place des chasses au risque qu'on peut voir sur cette image à droite, qui permettent encore une fois de valider les acquis. Et on va utiliser ici un autre biais qui est le biais de négativité. Qu'est-ce que c'est? C'est notre tendance à être plus affecté par les informations et les éventualités négatives que par les positives. Ça veut dire qu'on va davantage retenir des souvenirs liés à des émotions négatives que positives. Donc, on va s'appuyer là-dessus également dans nos dispositifs pédagogiques. Je vous montre par exemple une étude de cas qu'on a faite en vidéo
pour Maz, la Maz Academy. Là, on est sur un autre type de dessin, c'est du motion design, c'est du dessin sur photo. Étude de cas. Avant-hier, à la centrale à béton, un drame a été évité de justesse. Voici le déroulé des faits issus des premiers témoignages. Ce jour-là, depuis 7 heures du matin, les salariés de la centrale ainsi que ceux des entreprises extérieures sont très sollicités. Le planning de cette matinée est particulièrement chargé. À 11h30, Pierre, chauffeur intérimaire, effectue sa 4e livraison de gravier dans la zone de déchargement de la centrale. En terminant de vider son camion, il constate un problème de fermeture automatique de la porte arrière. Il procède à quelques manipulations sans réussite et abandonne son camion sur la zone de déchargement, puis traverse le site à pied pour se rendre à la salle de contrôle. Il est accueilli par Sophie, chef opératrice de fabrication, et Jean, conducteur d'engin, qui lui propose de prendre un café en attendant qu'on le dépanne. Sophie est alertée d'un manque imminent de gravier dans la trémie d'alimentation de la centrale. Elle demande à Jean d'aller charger du gravier de toute urgence pour éviter l'arrêt d'activité. Celui-ci se rend sans attendre à la chargeuse, garée en marche avant et qui l'oblige à reculer rapidement. Il poursuit la marche arrière jusqu'à la zone de stockage de gravier. Au même moment, bien qu'on lui ait demandé de patienter, Pierre retourne à son camion pour tenter une nouvelle fois de le réparer. Il emprunte le même itinéraire qu'à l'aller, pourtant interdit aux piétons. À 11h45, Antoine, responsable du site, arrive sur les lieux. Il aperçoit la chargeuse qui se dirige rapidement vers Pierre. Il réalise le danger et crie pour les prévenir du risque imminent. Pierre a tout juste le temps de se décaler, mais la chargeuse le percute à l'épaule et le projette fortement au sol. Antoine se précipite vers Pierre qui semble avoir perdu connaissance. Jean stoppe son engin. Pierre met du temps pour se relever et est rapidement transféré à l'infirmerie. Un peu plus tard, en discutant avec Jean, Pierre prend conscience que cet accident aurait pu lui coûter la vie. Donc voilà un exemple de vidéo sur ce qu'est un biais de négativité. Donc comme je disais, on va plus facilement retenir un message négatif qu'un message positif. C'est humain. Ensuite, autre exemple, dans l'environnement. Donc, pour que le message soit impactant, ce que l'on va faire, c'est qu'également, on va proposer des contenus qui soient surprenants, qui soient différenciants. Et là, notre cerveau va être surpris et on va retenir l'information. Donc là, je vais vous montrer un exemple qui est un exemple Castorama. C'est l'image du milieu où Castorama souhaitait sensibiliser au développement durable. Donc, qu'est-ce qu'ils souhaitaient faire? Ils ont souhaité créer une vidéo détournée. Donc, on a détourné un extrait de film connu pour sensibiliser sur l'environnement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là d'un point de vue cognitif? Eh bien, en fait, on reconnecte l'apprenant à un moment de plaisir, le cinéma, le film, et donc il va être plus attentif au message. En plus, le côté où ce film détourné, il est fait pour sa boutique, quoi, pour Castorama, pour l'entreprise dans laquelle il travaille, va être encore plus impactant parce que ça va changer de tout ce qu'il a l'habitude de voir. On va regarder cet extrait. Regardez ça, l'élévation du niveau de la mer due au réchauffement s'annonce catastrophique pour beaucoup de littoraux. C'est notamment dû à la fonte des glaces. Boris, il faut que tu vois ça. Et qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est les températures sur les 30 dernières années. Oui, ok. Et ça, les 3 dernières. C'est une catastrophe. Il va vraiment falloir agir rapidement. Oh, bon sang! Oh, alors ça, c'est pas bon du tout. Vite!
On doit embarquer toutes les équipes pour opérer un vrai changement et réduire notre impact sur l'environnement. Et on va faire ça maintenant. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure du changement. Ah mince. Elle est cassée. Ça, il faut l'acheter. Non, non. Répare-la. Comment ça? Changeons nos habitudes. Nous allons mettre en place des mesures. Mais on connaît personne pour nous aider. J'ai la bonne personne. Suivez-moi. C'est là. Alors, qui est partant pour changer notre approche produit? Recyclage, matières premières, économie d'énergie et économie d'eau. Ah ouais, carrément, on est partant. Super, c'est pour le bien de tous. Voilà un exemple. Je ne sais pas si vous avez été reconnecté à un moment de plaisir, mais en tout cas, voilà un exemple de réalisation. Là, en l'occurrence, sur le développement, après, ça fonctionne sur tout type de sujet. Donc, on a vu ici différents exemples où on mettait en application donc les biais cognitifs et les 5 principes de la neuropédagogie. Donc, nos 10 règles d'or pour réaliser une bonne formation. Donc, la première, c'est que les informations doivent être transmises par la voix off. C'est très important. Pourquoi? Parce que on va écouter ce que la voix off dit et on va ancrer l'information au travers du dessin qui est présenté. Donc, on va faire cette association, donc mémorisation visuelle et auditive associée. Donc ça, c'est hyper important. On ne présente que les informations essentielles. Ça aussi, c'est très important. On l'a vu, on ne retient pas beaucoup de choses. Donc, il est extrêmement important dans les dispositifs pédagogiques de distiller que les informations essentielles, ce qu'on veut vraiment que les apprenants retiennent. Après, au fil du temps, dans leur quotidien, ils pourront enrichir ces nouvelles connaissances qu'ils ont eues, mais il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel des informations à faire passer. Les informations, en effet, doivent être en lien les unes avec les autres. S'il y a une dissonance dans l'information qui est transmise, on passe du coq à l'âne, eh bien, ça va créer dans le cerveau un bug et l'apprenant ne retiendra pas comme il faut l'information parce qu'il sera bloqué sur ce truc qui ne va pas. D'ailleurs, dans les dispositifs pédagogiques que vous réalisez et qu'on réalise, on fait très attention à la qualité des dessins, l'uniformité des dessins, l'uniformité de la voix. S'il y a un moment dans la voix, quelque chose qui ne va pas, qui est mal dit, que ça gratte, le cerveau il va bloquer là-dessus et il va être concentré sur la forme et plus sur le fond. Les illustrations aussi, ça doit être simple
tout le monde doit les comprendre. Surtout dans l'univers de la qualité, enfin du QHSE, des accueils sécurité, où il y a un public qui est très vaste. Et donc, il est important que les images parlent à tout le monde. Il faut que ce soit le plus ludique possible. Chercher quelque chose d'un peu compliqué, avec trop d'animation, bah, encore une fois, on va être concentré sur la forme, essayer de comprendre ce que la vidéo est en train, ou le module e-learning est en train de nous transmettre comme information. Et du coup, on sera moins concentré sur... parce qu'elle nous dispense naturellement. Les contenus doivent être courts. Là, je vous ai montré des exemples. Pour certains, on a été jusqu'au bout. Vous avez vu qu'on ne va jamais au-delà de 3 minutes. Au-delà de 3 minutes, l'apprenant, il décroche. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut concentrer tout le contenu des informations dans 3 minutes. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'on ne peut pas tout dire. On ne peut pas traiter tous les sujets. C'est un sujet, c'est un contenu de 3 minutes. C'est un autre sujet, un autre contenu de 3 minutes. D'ailleurs, vous pouvez noter que pour faire une vidéo pédagogique de 3 minutes, c'est à peu près 390 mots. Voilà, comme ça vous donne une notion de ce côté-là. Également, il doit toujours se passer quelque chose à l'écran. C'est important toujours de garder l'attention de l'apprenant. S'il ne se passe plus rien à l'écran, l'apprenant il va se perdre, penser à autre chose, écouter d'une oreille distraite, et du coup, on va perdre l'apprenant. Donc, il doit toujours se passer quelque chose à l'écran. C'est pour ça que cette vidéo dessinée en scribing, elle est super intéressante, parce qu'elle dynamise la vidéo, mais on reste sur l'essentiel. On n'est pas en train de montrer des paysages complexes, etc. Ça ne marcherait pas. Les éléments à retenir, évidemment, doivent être mis en évidence. Ça, c'est très important. Je vais mettre plus en avant, plus en exergue les informations que j'aurai à retenir. Tout à l'heure, quand je vous ai fait le patchwork de mots, eh bien, on a plutôt retenu les mots qui nous parlaient, qui étaient plutôt plus gros ou d'une certaine couleur. Donc voilà, ça c'est très important de mettre en évidence ce qui est à retenir, ce qui est le plus important. Il faut également, ça on l'a vu, c'est raconté par séquence, donc ce qui est du même sujet ou qui a un lien entre eux doivent être regroupés ensemble. Donc soit dans la vidéo en entier, soit dans la séquence, on va traiter ce sujet vraiment pour garder une cohérence pédagogique et que l'apprenant ne soit pas dispersé. Vraiment, je l'accroche, j'associe visuel et audio pour ancrer les messages et je ne le perds pas en restant dans le même sujet. Évidemment, ça c'est une évidence. Si je montre quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je dis, le cerveau là il va bugger, l'apprenant il ne va pas retenir. Moi, la force vraiment du contenu pédagogique que je proposais, c'est que ce que je montre est en lien avec ce que je dis. J'aide l'apprenant à comprendre, j'aide l'apprenant à retenir. Et enfin, c'est très important de faire attention au titre et à la conclusion. Le titre, c'est un résumé de ce que je vais montrer. Il faut vraiment que ce soit bien réfléchi pour que l'apprenant, d'abord, il ait envie d'aller voir la vidéo, que 2, très simplement, il comprenne ce qu'il va voir. Et enfin, la conclusion. D'ailleurs, les conclusions dans la vidéo dessinée en scribing avec cette main, elle accompagne souvent le dézoom final. C'est très important. La conclusion, c'est le message final. Qu'est-ce qu'on veut qu'ils retiennent? Donc, on va associer ce dézoom, cette carte mentale, à la conclusion, donc le dernier message qu'on souhaite faire passer au travers de la vidéo. Voilà, ça c'est nos 10 règles d'or, nos 10 secrets pour avoir des contenus pédagogiques qui sont impactants. Donc, dans la notion des 5 principes de neuropédagogie,
il y a des biais cognitifs. C'est s'appuyer sur ces biais cognitifs pour dispenser une information qui soit la plus pertinente et qui soit surtout la mieux mémorisable possible. Et donc, mettre en place également ces 10 règles d'or pour faire des contenus qui soient hyper efficaces et, je tiens à le préciser, pérennes dans le temps aussi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. On est arrivé à la fin de ce webinaire. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était intéressant, surtout ça. Et voilà, n'hésitez pas à me poser des questions maintenant ou à me contacter. Vous avez le numéro et mon adresse mail qui s'affiche. Vous pouvez voir des exemples sur notre chaîne YouTube, sur notre site web également, et sur LinkedIn. Voilà, on raconte notre vie également abondamment. Voilà, si vous avez des questions, j'y réponds maintenant, plus tard, quand vous voulez. Et sinon, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un très bon appétit.